20 000 vies ont disparu en quelques minutes sous l'assaut d'une muraille d'eau noire lors de la catastrophe naturelle qui a frappé le Japon en 2011. L'océan ne manifeste aucune pitié lorsqu'il dévaste des villes entières sur son passage. Pourquoi une nation investirait-elle 12 milliards de dollars pour ériger un bouclier de béton de 400 km le long de ses côtes? On pourrait penser qu'une structure massive suffit à garantir la sécurité, mais en réalité, l'incertitude demeure quant à la capacité d'une paroi, même colossale, à stopper la puissance du Pacifique lors du prochain mouvement des plaques tectoniques. Le pays ne repose pas simplement sur la mer, il se situe au sommet d'une instabilité géologique permanente. La suite devient plus complexe. Le Japon se trouve au point de rencontre exact de 4 plaques tectoniques massives qui s'entrechoquent et se compressent sans relâche. On peut remarquer la configuration du cercle de feu, une zone où les frottements entre les blocs continentaux de pierre génèrent plus de 500 séismes chaque année. La tension s'accumule dans les profondeurs abyssales où la lumière solaire ne pénètre jamais. Mais ce n'est que le début. Lorsque cette énergie emprisonnée finit par se libérer, le fond marin est projeté vers le haut avec une force mécanique extrême. Ce phénomène physique ne produit pas une simple ondulation, mais déplace une véritable montagne d'eau en mouvement continu. Les anciennes structures de défense, dont la hauteur variait entre 7 et 8 mètres, ont été balayées comme de simples obstacles dérisoires lors du séisme de 2011. On voit comment la masse liquide a franchi ces remparts sans ralentir, réduisant le béton à l'état de décombre et tordant les armatures d'acier comme des fils souples. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'équipement de l'époque n'a pas résisté à la pression hydrostatique. Les ingénieurs ont dû se rendre à l'évidence que les méthodes de construction traditionnelles étaient devenues obsolètes face à une telle cinétique. Tout se complique encore. La stratégie technique a radicalement changé de nature. L'objectif n'est plus uniquement de bloquer l'élément liquide, mais de concevoir une architecture capable de retarder l'avancée de l'onde de choc. L'équipement sépare désormais les zones habitées de la mer par des structures renforcées de nouvelle génération. La mission consiste à gagner des secondes cruciales pour permettre l'évacuation des populations vers les hauteurs. Passage au niveau suivant. C'est dans ce contexte de nécessité absolue qu'a débuté le déploiement de la Grande Muraille technologique du XXIe siècle. La transformation de la ligne côtière s'effectue désormais avec une précision mathématique pour faire face aux futures secousses sous-marines. Le béton se dépose en couches uniformes dans les moules des nouveaux brise-lames géants. La poussière des chantiers retombe lentement sur les chantiers qui s'étendent à perte de vue le long du littoral. Le métal et la pierre s'assemblent pour former une barrière dont la hauteur dépasse tout ce qui a été conçu précédemment. Cela ne s'arrête pas à cette étape de fortification brute. Chaque segment de la muraille est conçu pour dissiper l'énergie cinétique de la vague plutôt que de simplement la subir de plein fouet. Le processus de sécurisation de l'archipel suit ainsi son cours méthodique. Les travaux se poursuivent sur des centaines de kilomètres pour achever ce rempart protecteur. L'acier atteint le standard de résistance requis pour les structures de défense côtière. Le projet de protection nationale avance vers sa phase finale de stabilisation. 25 mètres de profondeur sous le sable, c'est précisément la distance que doivent atteindre les fondations pour ancrer une structure capable de stopper un océan. Pourquoi les ingénieurs ne commencent-ils pas les travaux directement sur la ligne de côte? On pourrait penser que le coulage du béton sur la plage est l'étape immédiate pour ériger une barrière protectrice. Mais sans une phase de modélisation exhaustive en laboratoire, la puissance cinétique d'un tsunami pulvériserait n'importe quel ouvrage de maçonnerie classique dès les premières secondes. Les scientifiques recraignent des conditions apocalyptiques à l'intérieur de réservoirs d'eau aux dimensions monumentales. Ils simulent des ondes de choc répétées, projetant des tonnes de liquide contre des modèles réduits de parois pour identifier chaque point de rupture structurelle. Ces tests révèlent que la hauteur seule ne constitue pas une garantie de survie. À première vue, une muraille très haute semble infranchissable, mais en réalité, la force latérale brutale de l'onde briserait le béton à sa base, comme un simple morceau de bois mort. Mais ce n'est que le début. La géologie de la région de Tohoku sur la côte japonaise présente un défi supplémentaire car elle est composée majoritairement de sable. Ce sol meuble, instable et particulièrement traître, ne peut supporter une pression verticale massive.
Ériger une muraille de béton de 15 mètres de haut sur cette surface revient techniquement à tenter de stabiliser un camion lourd sur une éponge saturée d'eau. On voit comment, lors d'un impact, le sol se liquéfierait, entraînant l'effondrement immédiat de la structure vers l'avant. La réponse technique à ce problème est aussi invisible que radicale. La véritable résistance de cet ouvrage ne réside pas dans sa partie émergée, mais dans son ancrage souterrain profond. Des foreuses mécaniques massives, équipées de têtes de coupe rotatives, entament le travail de transformation du sous-sol. Elles ne se contentent pas de percer des cavités, elles modifient la nature même du terrain. Des pieux d'acier et de béton sont enfoncés à une profondeur équivalente à un immeuble de 8 étages sous le niveau zéro. On peut remarquer comment les injecteurs haute pression propulsent du ciment directement au cœur de la masse sablonneuse. Ce processus transforme une plage molle en une assise de roche artificielle solide et homogène. L'équipement sépare progressivement les couches instables pour créer une racine inattaquable par l'érosion ou les secousses. La suite devient plus complexe. Ils garantissent ainsi que, même en cas de franchissement par la crête, l'édifice reste parfaitement vertical sur ses appuis. Une fois le terrain stabilisé pour faire face aux éléments, les unités de construction se déploient sur le site. 30 000 travailleurs, comprenant des ingénieurs civils, des techniciens spécialisés et des conducteurs d'engins, se relaient sans interruption. Une flotte de machines lourdes fonctionne 24 heures sur 24, consommant d'immenses quantités de carburant pendant 7 années consécutives. Le défi logistique dépasse les standards habituels du génie civil. Tout se complique encore. Il s'agit de bâtir un rempart continu dépourvu de la moindre faiblesse structurelle sur une distance de 400 km. Cette étendue équivaut au trajet séparant Londres de Paris, mais réalisé intégralement en béton armé de spécifications militaires. On voit comment les processus s'enchaînent avec une précision mécanique sur une échelle territoriale. Le métal se dépose d'abord sous forme d'armature dense. Des milliers de tonnes de barres d'acier, dont le diamètre égale celui d'un bras humain, sont tressées en cages complexes. Ce réseau métallique constitue l'ossature interne indispensable de la structure. Sans cette armature précise, le béton ne pourrait supporter les forces de tension extrêmes et se fissurerait instantanément. Ensuite intervient le coulage du béton liquide sous haute pression. Des pompes industrielles s'activent pour propulser une masse grise et dense à l'intérieur des coffrages métalliques. La poussière retombe lentement sur le chantier, tandis que les sections durcissent les unes après les autres. Le métal se fixe dans la matrice minérale, créant un bloc monolithique capable de dissiper l'énergie des vagues. Chaque segment de la ligne de défense est ainsi verrouillé au précédent pour former une barrière impénétrable. La matière quitte le malaxeur et remplit les moules jusqu'à saturation complète du volume. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage des parties supérieures de la digue. Des milliers de tonnes de pression hydraulique s'abattent contre les structures côtières japonaises à chaque tempête majeure. Une simple paroi verticale ne suffit pas à contenir l'énergie cinétique de l'océan, car l'eau frappe la pierre avec la puissance brute d'un train à grande vitesse. Pourquoi une surface plane est-elle si vulnérable face à la houle? Le choc frontal transfère la totalité de l'énergie de la vague à la structure, risquant de provoquer des fissures structurelles immédiates. Mais ce n'est que le début de la réponse technique apportée par les ingénieurs. Les concepteurs utilisent une arme géométrique spécifique nommée tétrapode pour briser cette force destructrice. On voit comment ces structures à 4 branches, ressemblant à des jouets monumentaux en béton, sont empilées par milliers au pied des digues. Chaque unité pèse plusieurs dizaines de tonnes et leur disposition n'est pas laissée au hasard. Leur rôle consiste à instaurer un chaos contrôlé dans le flux hydraulique. La suite devient plus complexe. D'apparence facile, cette accumulation de blocs sert en réalité à transformer un impact massif en une série de turbulences mineures. Lorsque la vague rencontre ces obstacles, l'eau ne frappe plus le mur comme une masse solide unique. On peut remarquer comment le flux se fragmente, tourbillonne et écume entre les jambes de béton, perdant ainsi la majeure partie de son énergie cinétique. Le métal et le béton transforment ainsi un choc mortel en une pression parfaitement gérable. Mais un tel dispositif de défense pose un problème logistique majeur pour les infrastructures portuaires. Le Japon dépend entièrement de ses routes maritimes pour sa survie économique. Les cargos géants,
Les bateaux de tourisme et les flottes de pêche doivent circuler sans entrave entre la terre et le large. Bloquer hermétiquement la côte avec des murs ininterrompus paralyserait l'économie nationale. Cela ne s'arrête pas à cette étape. La réponse de l'ingénierie japonaise consiste à installer des guillotines d'acier massives au point d'entrée des ports. Ces portes monumentales semblent issues d'une architecture futuriste et se déclinent en deux catégories distinctes. Le premier modèle est la porte à chute verticale. On voit comment une plaque d'acier massive, dont le poids atteint plusieurs centaines de tonnes, reste suspendue entre deux tours de béton armé. Tout se complique encore lors de l'activation. Les navires transitent quotidiennement sous cette structure en attente. Mais à l'instant précis où les capteurs sismiques détectent un mouvement tellurique au fond de l'océan, les systèmes hydrauliques libèrent les verrous de sécurité. La plaque descend alors avec une vitesse calculée pour sceller hermétiquement l'entrée du port avant l'arrivée de la crue. Une paroi d'acier infranchissable bloque alors toute pénétration d'eau vers la ville. Le second type de mécanisme est encore plus impressionnant par sa conception invisible. Ces portes reposent directement sur le lit marin, permettant aux navires de naviguer librement au-dessus d'elles, sans aucune obstruction visuelle. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lors d'une alerte. Lorsque le signal retentit, une pression d'air ou un système hydraulique puissant pousse la barrière vers le haut, l'érigeant instantanément depuis les profondeurs. Cependant, la maintenance de ces géants mécaniques représente un défi technique constant. L'eau salée corrode le métal avec une agressivité extrême et les sédiments marins risquent de bloquer les articulations. L'équipement doit pourtant fonctionner avec une précision absolue, même après être resté immergé pendant 30 années consécutives. Une seule charnière grippée ou un moteur défaillant suffirait à laisser passer l'inondation. Le contrôle rigoureux de ces bêtes mécanisées garantit la sécurité des zones urbaines. L'acier et le béton travaillent ainsi de concert pour maintenir l'équilibre entre l'activité humaine et les forces océaniques. Le flux des navires reprend son cours dès que les barrières retrouvent leur position initiale au fond de l'eau. Le processus s'achève ainsi sur cette vigilance technologique constante. 73 000 tonnes, c'est le poids colossal que représente un seul segment de béton destiné aux profondeurs marines. Pourquoi les ingénieurs japonais choisissent-ils de déplacer des masses aussi gigantesques plutôt que de forer directement la roche sous-marine ? On pourrait penser que l'utilisation de tunneliers classiques serait plus simple pour traverser les baies. Mais la nature instable des sols et la profondeur extrême rendent le forage traditionnel impossible, forçant l'adoption d'une méthode qui défie les conventions habituelles de l'ingénierie. La construction de tunnels subaquatiques au Japon ne se limite pas à une simple infrastructure de transport, car elle relève d'une importance stratégique majeure pour la sécurité nationale. Le processus commence loin des vagues, sur la terre ferme, dans des enceintes massives appelées doka-seka. C'est ici que les ouvriers coulent le béton pour former des tubes de dimensions exceptionnelles. Mais ce n'est que le début. La suite devient plus complexe alors que ces structures doivent quitter le sol ferme pour rejoindre les courants marins. 200 mètres de longueur caractérisent chacun de ces segments de béton armé. Pour visualiser une telle échelle, il faut imaginer une structure plus imposante et plus lourde qu'un porte-avions de combat transportant sa pleine charge d'équipement. On voit comment les parois de béton s'élèvent au milieu des échafaudages, formant des conduits parfaitement étanches. L'équipement sépare progressivement les zones de travail pour permettre le séchage uniforme de la structure. Tout se complique encore lors de la mise à l'eau. D'apparence facile, la flottaison de ces blocs de 73 000 tonnes semble contredire les lois de la physique, mais en réalité, c'est le principe d'Archimède qui permet cette prouesse. Une fois les vannes de la doka ouvertes, l'eau s'engouffre et soulève lentement le monstre de béton. On peut remarquer la tension des câbles, alors que des remorqueurs d'une puissance extrême s'attellent à l'édifice. Le processus ne fait que prendre de la vitesse, alors que l'équipage lutte contre la force invisible des vents et l'imprévisibilité des courants marins. Le balai industriel se déplace ensuite vers le large, à l'aplomb du tracé définitif du tunnel. L'équipement doit maintenant immerger ce bloc immense pour le déposer avec une exactitude absolue sur le lit marin préparé à l'avance. À première vue, l'opération dans l'obscuridad totale des profondeurs semble relever de l'improvisation. Mais en réalité, la jonction doit se faire avec une marge d'erreur ne dépassant pas quelques millimètres. La suite devient plus complexe car chaque millimètre de décalage compromet l'étanchéité totale de la structure.
C'est pourquoi les ingénieurs surveillent chaque centimètre de la descente avec des capteurs de précision. Une erreur de positionnement provoquerait des fuites catastrophiques sous l'effet de la pression hydrostatique écrasante qui règne au fond de la baie. On voit comment les vérins hydrauliques ajustent la position finale pour verrouiller le segment contre celui déjà installé. Cette précision millimétrique garantit la survie de l'ouvrage face aux forces tectoniques et à la masse d'eau qui le surplombe. Le métal et le béton s'unissent pour former un corridor sécurisé sous les abysses. L'acier des joints s'ajuste parfaitement, scellant le passage de manière définitive. La température et la pression se stabilisent à l'intérieur de la nouvelle section. Le flux de travail passe doucement à la transformation finale de l'intérieur du tunnel. C'est ainsi que s'achève l'une des étapes clés de la production de cette route sous-marine. Centaines de tonnes d'eau de mer sont pompées avec précision dans des réservoirs de lestage interne pour initier la descente contrôlée des segments du tunnel. Pourquoi utiliser une telle masse liquide pour une structure déjà pesante ? On pourrait croire que le poids naturel du béton suffirait à l'immersion. Mais sans ce contrôle millimétré du ballast, le positionnement des sections sur le lit marin serait impossible à stabiliser face au courant. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que l'immense structure s'enfonce centimètre par centimètre dans les profondeurs. On voit comment des sonars haute fréquence et des systèmes de guidage laser balayent l'obscurité sous-marine pour diriger la manœuvre. L'équipement sépare progressivement la distance restante jusqu'à ce que les deux sections se rencontrent enfin sur le fond. Une jonction de caoutchouc aux dimensions monumentales assure alors le contact initial entre les parois. La suite devient plus complexe. La pression hydrostatique colossale de l'océan exerce une force de compression constante qui écrase les sections l'une contre l'autre. À première vue, cette force semble être un danger, mais en réalité, les ingénieurs l'utilisent pour verrouiller l'étanchéité de manière absolue. C'est la puissance même de la colonne d'eau qui garantit que l'intérieur du tunnel reste parfaitement sec. On peut remarquer comment les manipulateurs déposent ensuite des couches successives de roches et de sable pour ensevelir définitivement l'ouvrage sous le plancher océanique. Tout se complique encore lors de la phase de finition. Des véhicules circuleront bientôt à 100 km/h à l'intérieur de ce tube de béton, sans que les conducteurs ne perçoivent les millions de litres d'eau suspendus juste au-dessus de leur tête. Une fois que le béton a atteint sa dureté maximale et que les équipements de construction sont retirés, la structure change de nature. Ces parois massives ne sont plus des blocs inertes, mais un ensemble doté d'un véritable système nerveux intégré. Des centaines de capteurs électroniques sont insérés profondément dans la matrice du béton pour surveiller l'intégrité de l'ouvrage. Ils mesurent sans interruption la pression hydrostatique, les vibrations induites par le trafic des camions, les variations thermiques de l'air et les micro-déplacements du sol environnant. Ces flux de données massifs sont transmis en temps réel vers des salles de contrôle sophistiquées. L'équipement sépare progressivement les signaux normaux des anomalies potentielles. Mais ce n'est que le début. Si une fissure microscopique venait à se former, les ingénieurs recevraient l'information instantanément. Pourquoi une telle surveillance est-elle indispensable pour la sécurité ? Le moindre affaissement du sol d'un seul millimètre déclenche immédiatement une alerte de haute priorité. Lorsque la vie de milliers d'usagers est en jeu, aucune marge d'incertitude n'est tolérée par les protocoles de sécurité. Le processus ne fait que prendre de la vitesse dans la gestion de la maintenance. La lutte contre les forces de la nature exige une vigilance technologique permanente. Des robots sous-marins télécommandés inspectent les fondations immergées, tandis que des équipes techniques s'assurent du nettoyage constant des systèmes de drainage. Cela ne s'arrête pas à cette étape de surveillance physique. Tout se complique encore lorsque l'on analyse l'investissement total de 12 milliards de dollars et les 10 années de travaux intensifs nécessaires à cette réalisation. Le Japon a investi des ressources colossales pour ériger cette barrière et ses infrastructures de transport. La réalité technique brute confirme cependant que cette muraille ne pourra pas stopper l'intégralité du flux lors d'un méga tsunami similaire à celui de 2011. L'eau continue de représenter un défi physique que même les structures les plus massives ne peuvent totalement neutraliser. Le flux de données et d'analyse se poursuit pour optimiser la résistance de l'ouvrage face aux éléments. 50%, c'est la réduction maximale de l'impact que cette structure massive peut absorber face à la violence d'un tsunami. Pourquoi ériger une barrière si l'eau finit par passer par-dessus son sommet ? On pourrait croire que l'ouvrage est inutile si la ligne de crête est submergée par les flots. Mais en réalité,
Les simulations techniques démontrent que la muraille brise la force cinétique initiale de l'onde de choc. Au lieu d'une paroi d'eau se déplaçant à une vitesse supersonique et broyant tout sur son passage, l'inondation devient un flux plus lent et moins destructeur. Le processus ne fait que prendre de la vitesse dans cette lutte contre les éléments. L'objectif fondamental de l'ingénierie n'est pas de maintenir les sols totalement secs, mais de gagner des minutes cruciales pour la population locale. On voit comment 5 ou 10 minutes supplémentaires permettent à une personne âgée d'atteindre les hauteurs de la colline. C'est exactement le délai nécessaire pour qu'une école évacue l'intégralité des enfants vers les zones de sécurité situées en amont. 400 km de béton gris s'étirent ainsi le long de la côte du Pacifique, comme une cicatrice industrielle nécessaire. Cette infrastructure n'est pas une preuve d'arrogance face à la puissance terrestre, car le Japon reconnaît l'impossibilité de vaincre la nature. Les plaques tectoniques finiront par se déplacer et le niveau de l'océan montera inévitablement. Mais ce n'est que le début. La Grande Muraille constitue une déclaration de persévérance humaine gravée directement dans la pierre et l'acier renforcé. Nous avons construit un bouclier après avoir été mis à terre par les catastrophes passées. L'équipement sépare progressivement le danger de la zone habitée sans pour autant garantir une quelconque immortalité aux structures. Il s'agit d'une mise calculée sur la survie collective des communautés côtières. Lorsque les sirènes retentiront à nouveau, ce béton froid se dressera comme l'unique rempart physique entre la fureur de l'océan et les habitants de la côte. La suite devient plus complexe. 19 000 tonnes de terre et de roches doivent être extraites et traitées pour obtenir seulement 260 grammes d'or. Pourquoi déplacer une telle masse de matière pour un résultat pesant le poids d'un téléphone portable ordinaire? On peut remarquer l'immensité du contraste entre le volume du minerai brut et, des centaines de tonnes de roches doivent être déplacées pour révéler un métal pur, souvent conservé dans des coffres impénétrables. Ce voyage industriel et géologique prend naissance dans les profondeurs de la croûte terrestre pour aboutir dans les sphères de la haute finance et du statut social. Pourquoi ce matériau conserve-t-il une place aussi centrale dans les structures de pouvoir? On pourrait supposer que sa rareté seule justifie son prix, mais sa valeur repose sur une stabilité chimique exceptionnelle. Le métal ne s'oxyde pas et ne subit aucune dégradation structurelle sous l'effet du temps. Un exemple de cette influence se manifeste par l'existence d'une carte dorée au fini brillant autrefois associée au nom de Donald Trump. Des rumeurs circulaient sur une valorisation atteignant 5 millions de dollars, et certains prétendaient que sa simple possession pouvait faciliter l'obtention de la citoyenneté américaine. Qu'il s'agisse d'un objet fonctionnel ou d'un symbole pur, une réalité technique demeure. L'or n'est pas un simple élément du tableau périodique, mais une forme de puissance tangible. Mais ce n'est que le début. L'or s'intègre désormais dans tous les segments du luxe extrême, des carrosseries de supercars aux alliages spécifiques utilisés dans l'industrie. On peut remarquer son application jusque dans la gastronomie, où des feuilles de métal comestibles recouvrent des pièces de viande dont le coût dépasse parfois plusieurs milliers de dollars par portion. La suite devient plus complexe. Plus de 4000 tonnes d'or sont extraites chaque année, des gisements répartis sur l'ensemble du globe. Derrière cet éclat final se cache un processus d'extraction long et une logistique d'une intensité rare. Il y a plus de 6000 ans, durant l'ère néolithique, ce métal servait déjà à la fabrication de parures, d'objets rituels et d'ustensiles domestiques destinés exclusivement aux élites dirigeantes. Ce qui distingue techniquement l'or, c'est sa résilience physique absolue. Il ne rouille jamais, ne se ternit pas et ne subit aucune usure mécanique naturelle. Tout se complique encore lors de son évaluation sur les marchés mondiaux. Dans un environnement économique instable, ce métal constitue l'une des rares constantes physiques dont la valeur n'a pas besoin d'être renégociée. Il est devenu un pilier de la confiance financière et un indicateur de richesse pérenne. À première vue, sa recherche semble aléatoire, mais en réalité, le métal ne se trouve que rarement en surface. Il impose une extraction méthodique à ceux qui déploient les moyens techniques pour sonder le sous-sol. En 1848, une découverte de faible ampleur en Californie a modifié de manière irréversible la trajectoire historique du continent américain. Quelques flocons de métal brillant repérés au fond d'un cours d'eau ont suffi à déclencher la course à l'or la plus massive du XIXe siècle.
On voit comment la simple présence de particules millimétriques dans les sédiments a forcé le déplacement de populations entières et la création d'infrastructures minières géantes. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que les méthodes de forage évoluent. L'équipement sépare progressivement le précieux sédiment de la roche stérile pour isoler les fractions exploitables. Chaque gramme récupéré nécessite le traitement de volumes de terre massifs, renforçant la tension entre l'effort industriel et le résultat final. L'or quitte alors les sites de lavage pour rejoindre les centres de raffinage où il sera purifié. La matière s'en va plus loin le long de la chaîne de transformation. Des dizaines de milliers de personnes se sont précipitées vers l'ouest, délaissant derrière elles cités et exploitations agricoles avec l'unique ambition de s'enrichir grâce au métal précieux. Mais avant que l'or ne se transforme en un emblème de distinction sociale, sa localisation constitue le premier défi technique. Pourquoi cette quête mène-t-elle à des réalités industrielles et humaines si divergentes ? On pourrait supposer que les gisements sont exploités avec des méthodes uniformes partout dans le monde. Mais en réalité, les conditions géologiques et socio-économiques imposent des processus d'extraction radicalement opposés selon les régions du globe. En Ouganda, le sol est fréquemment décrit comme une réserve massive de minerais aurifères. Cependant, l'or ne s'y présente pas sous une forme éclatante dès son extraction. On peut remarquer comment il demeure dissimulé sous une épaisse couche de poussière rouge et de sédiments secs. Sous un rayonnement solaire intense, des familles complètes s'activent pour remuer la terre. Mais ce n'est que le début. Les outils utilisés, tels que des pelles couvertes de corrosion, sont manœuvrés par des adultes et des enfants dont l'âge ne leur permet pas encore de maîtriser la lecture de leur propre nom. Avec un revenu quotidien d'un seul dollar pour assurer la subsistance, l'activité minière ne constitue pas un métier conventionnel, mais un dispositif de survie immédiat. La suite devient plus complexe. L'extraction exige un tribut physique lourd sur la santé des plus jeunes, qui inhalent des particules de silice en suspension au lieu de fréquenter les établissements scolaires. Les berges des cours d'eau font office d'espace de travail et les instruments techniques remplacent les objets ludiques habituels. Pour ces travailleurs, le métal n'incarne aucune notion de luxe, mais représente exclusivement la possibilité de financer une journée supplémentaire d'existence. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Tout se complique encore lors de la phase de détection initiale. Une journée d'exploration commence par l'usage d'un détecteur de métaux portatif et nécessite une attention auditive constante. On voit comment les mineurs se déplacent avec lenteur, les yeux rivés sur la surface du sol, scrutant les variations de fréquence des signaux sonores émis par l'appareil. Chaque impulsion acoustique génère une attente technique précise, bien que la tâche ne repose pas uniquement sur le hasard. L'équipement sépare progressivement les zones stériles des zones potentielles. Pourquoi les mineurs se concentrent-ils spécifiquement sur certaines formations rocheuses ? On peut remarquer que l'expérience des opérateurs leur permet d'identifier les veines de quartz, les couches d'ardoise ou les anciens lits de rivière où l'or s'est déposé par sédimentation au fil du temps. Dès qu'un signal stable est intercepté par les circuits du détecteur, l'équipe entame le terrassement manuel. La matière quitte le sol, passant à un stade de traitement primaire, où la fouille devient systématique. 10 mètres, c'est parfois la profondeur minimale qu'atteignent ces puits creusés manuellement dans le sol aride. Pourquoi les mineurs s'enfoncent-ils ainsi dans des galeries verticales au péril de leur vie ? On pourrait supposer que des engins de forage mécanisés facilitent cette tâche pénible. Mais en réalité, tout le travail repose exclusivement sur l'usage de simples pelles, de picaretas et de la seule force musculaire humaine. Ce n'est que le début d'un processus où chaque mètre gagné augmente la pression physique sur les parois. Le boisage des galeries s'effectue avec des troncaux d'arbres rudimentaires pour soutenir le poids de la terre. La suite devient plus complexe à mesure que la profondeur augmente. On voit comment les mineurs doivent rastejar dans des boyaux étroits, à peine assez larges pour qu'un homme puisse se tenir couché sur le côté. Chaque excavation fonctionne comme un pari incertain, où une paroi de roche peut rester stérile ou révéler soudainement un gisement d'une valeur équivalente à un mois de salaire complet. L'équipement sépare progressivement la matière première de la terre inutile. Des sacs de terre pesants sont amarrés à des cordes, puis hissés vers la surface par des systèmes de poulies basiques actionnés à la main. On peut remarquer les empilements de sacs qui attendent d'être broyés pour libérer les particules minérales. Tout se complique encore lors du passage à l'étape suivante, bien plus délicate et critique pour la santé des travailleurs.
L'ajout de mercure constitue le pivot de ce traitement archaïque. Pourquoi utiliser un produit chimique aussi notoirement toxique pour l'organisme? Le mercure demeure le seul agent chimique accessible et abordable dans ces régions pour dissoudre l'or et l'isoler des impuretés persistantes. Les travailleurs malaxent manuellement cette substance avec le concentré minéral pendant une durée de 20 à 30 minutes sans interruption. Le processus ne fait que prendre de la vitesse jusqu'à l'obtention d'un amalgama grisâtre. Cette masse à l'aspect pâteux résulte de la fusion forcée entre l'or et le mercure sous l'effet de la pression mécanique exercée par les mains des ouvriers. La caméra glisse ensuite vers la phase de chauffage où cette substance est soumise à une flamme directe. Le mercure s'évapore alors, se dissipant totalement dans l'air ambiant pour ne laisser derrière lui que l'or brut sous sa forme solide. D'apparence facile, cette méthode est en réalité un processus primitif et dévastateur pour l'environnement immédiat. Ce système manuel observé sur le continent africain représente l'exact opposé des standards industriels appliqués dans d'autres régions du globe. À l'inverse de cette exploitation artisanale, les États-Unis exploitent des gisements à une échelle massive grâce à une technologie de pointe et un parc de machines modernes. Mais ce n'est que le début de la comparaison technique. L'approche mécanisée américaine ne se contente pas d'augmenter radicalement l'efficience de l'extraction, elle intègre également des protocoles rigoureux pour limiter l'impact écologique du traitement des minerais. Le métal se déplace ici à travers des circuits automatisés et sécurisés. Le voyage vers les infrastructures de haute technologie dans le Nevada commence maintenant pour transformer la roche en lingots. 10 à 21 mètres, c'est la profondeur exacte des puits verticaux forés dans la structure minérale pour initier l'extraction du métal précieux. Pourquoi faut-il forer si profondément dans la roche, avant même de voir la moindre pépite? On pourrait supposer que le minerai est accessible en surface, mais en réalité, les gisements les plus riches sont emprisonnés sous des couches massives de pierres stériles, qui nécessitent une fragmentation totale pour libérer les particules d'or. La suite devient plus complexe. Une imposante plateforme de forage, installée sur un châssis de camion à haute capacité, déploie sa structure métallique au-dessus du point de marquage. On peut remarquer comment les vérins stabilisateurs s'ancrent au sol avant que la tête de rotation ne commence son travail. L'équipement enfonce des tubes d'acier dans la roche solide avec une force hydraulique constante, guidée par une précision informatique qui garantit l'alignement parfait de chaque conduit. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les techniciens spécialisés interviennent ensuite pour préparer l'étape de la fragmentation. Ils introduisent des charges explosives dans les cavités en prenant soin d'installer des détonateurs individuels dans chaque puits de forage. Un seul périmètre de minage peut regrouper entre 50 et 100 de ces points de tir, tous reliés par un réseau complexe de câbles de mise à feu. Tout se complique encore lors de la phase de synchronisation. 50 millisecondes séparent parfois les détonations pour orienter la force de choc de manière optimale. À première vue, l'explosion ressemble à un chaos destructeur, mais en réalité, chaque charge est chronométrée avec une rigueur absolue pour maximiser la rupture du matériau. On voit comment la détonation soulève la masse rocheuse, tandis que des nuages denses de poussière et de résidus de combustion s'élèvent verticalement dans l'atmosphère. La puissance libérée déchire des sections entières de la paroi montagneuse, transformant les blocs monolithiques en milliers de fragments transportables. Cette réduction de taille est indispensable pour faciliter les opérations ultérieures de collecte et de tri du minerai aurifère. L'équipement sépare ainsi la structure géologique initiale de sa forme exploitable. Mais ce n'est que le début. Des excavatrices de service lourds, dotées de godets à dents renforcées, manœuvrent au pied des éboulis pour commencer le déblayage. À chaque mouvement du bras hydraulique, des tonnes de roches concassées sont soulevées et déversées avec précision. On peut remarquer le balancement régulier de la flèche qui dépose le minerai sur un système de transport automatisé. La suite du parcours se déplace vers l'infrastructure logistique. Un réseau extensif de courroies transporteuses serpente le long des parois de la mine sur des distances considérables. Ce système de convoyage est conçu pour maintenir un flux de matière ininterrompu, déplaçant le minerai depuis la zone de tir jusqu'aux installations de stockage temporaire. Les rouleaux tournent sans arrêt sous la bande de caoutchouc épaisse pour garantir une transition fluide et constante de la matière brute. L'acier et le caoutchouc travaillent en synergie pour évacuer les débris vers les silos de traitement. C'est ainsi que le minerai quitte le site d'extraction,
passant à un stade apaisé avant la prochaine transformation. Des centaines de mètres de courroies transporteuses entièrement automatisées assurent le déplacement rapide et ininterrupto du minerai à travers les structures de l'usine de traitement. Pourquoi déployer une telle logistique pour une concentration aussi faible? On pourrait supposer que l'extraction est vaine quand chaque tonne de roche ne renferme que 0,05% d'or. Mais en réalité, bien que ce gramme de métal précieux soit dissimulé parmi des milliers de kilos de matière stérile, les technologies de raffinage de pointe permettent d'isoler cette infime particule avec une précision et une efficacité remarquables. La suite devient plus complexe. Le minerai brut est déversé dans un broyeur à boulets massif, une structure cylindrique dont les parois d'acier tournent avec un vrombissement sourd. L'équipement sépare progressivement les blocs de roche en les soumettant à l'action de dizaines de milliers de sphères d'acier. On voit comment ces boulets, dont le poids individuel varie de quelques kilogrammes à plus de 27 kilogrammes, s'entrechoquent pour former une masse totale de plusieurs centaines de tonnes d'acier solide. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les sphères s'élèvent le long des parois avant de retomber pour percuter le minerai avec une force d'impact colossale. Sous cette pression mécanique, les roches se fissurent et se pulvérisent jusqu'à devenir une poussière extrêmement fine. Cette opération de broyage se poursuit sans interruption pendant une durée de 20 à 30 minutes. Cela ne s'arrête pas à cette étape. À première vue, transformer la pierre en poussière semble suffisant, mais en réalité, c'est cette réduction granulométrique qui rend l'extraction chimique ultérieure possible. On peut remarquer que l'ajout d'eau transforme ensuite ce minerai broyé en une pâte épaisse, dont la consistance rappelle celle d'une boudance. Cette texture spécifique est indispensable pour faciliter la séparation physique entre les particules d'or et les matériaux rocheux indésirables. Tout se complique encore lorsque cette boue de minerai est acheminée vers de vastes réservoirs installés à l'air libre. La première phase consiste en une séparation physique directe, une étape simple mais cruciale pour isoler les fractions les plus lourdes. Ensuite, des agents chimiques précis, comme le cyanure, sont introduits dans le mélange pour dissoudre l'or restant. L'équipement sépare progressivement le métal précieux des substances stériles qui demeurent encore mêlées à la solution. La solution liquide chargée de métal est pompée vers une cellule électrolytique spécialisée où un courant continu circule de manière constante. À l'intérieur du bac, les ions d'or entament une migration dirigée vers l'électrode négative. On voit comment le métal se dépose en couches uniformes, formant progressivement une masse solide de métal pur qui adhère fermement aux parois du collecteur. L'or quitte ainsi sa forme liquide pour redevenir une matière tangible. L'acier et l'or terminent ici cette phase de transformation, laissant la solution s'écouler pour la suite du cycle. Le métal est désormais prêt à passer à l'étape finale de la fonderie. 1120 degrés Celsius, c'est la température précise que doit atteindre le métal pour entamer sa transformation finale. Pourquoi une telle intensité thermique est-elle indispensable à ce stade? On pourrait penser que l'électrolyse a déjà accompli l'essentiel du travail de purification. Mais sans cette fusion extrême, les ultimes traces microscopiques d'éléments étrangers resteraient emprisonnées dans la structure moléculaire, compromettant l'homogénéité parfaite du produit fini. L'équipement élève progressivement la chaleur jusqu'au point de liquéfaction totale. On voit comment la matière solide se transforme en un liquide dense et mouvant sous l'effet du rayonnement thermique. Ce passage à l'état liquide permet d'éliminer les scories résiduelles qui remontent à la surface, tout en rendant le métal extrêmement malléable pour les étapes suivantes. La suite devient plus complexe. Les opérateurs supervisent le basculement du creuset avec une inclinaison lente et constante. Le flux doré s'écoule avec une viscosité caractéristique dans des moules rectangulaires usinés avec précision. À première vue, le remplissage des moules semble être une opération de routine, mais en réalité, la vitesse de versement détermine la régularité de la surface de la future barre. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. On peut remarquer la lueur intense qui émane des moules tandis que le métal commence son refroidissement au contact de l'air ambiant. La chute de température s'opère de manière graduelle et naturelle, sans intervention forcée. Ce refroidissement lent garantit que la structure cristalline se stabilise sans craquelures internes, préservant ainsi l'intégrité physique de la masse métallique. Tout se complique encore.
le métal se solidifie progressivement en perdant sa radiance pour adopter un éclat jaune brillant et une texture lisse. L'équipement de démoulage libère ensuite des blocs aux arêtes nettes et à la géométrie rigoureusement contrôlée. On voit comment les barres commerciales standards prennent leur apparence définitive, froide et massive. La suite du traitement exige une précision mathématique. Chaque unité est déposée sur une balance de haute précision électronique pour une vérification immédiate. Le poids de chaque lingot se situe systématiquement dans une fourchette allant de 1 à 2 kg. Cette étape de mesure est cruciale car elle valide la densité du matériau obtenu après la fusion. Mais ce n'est que le début. 99,99%, c'est le taux de pureté certifié qui définit désormais ces barres. Les impuretés métalliques résiduelles sont réduites à une proportion inférieure à 0,01% du volume total. L'équilibre chimique atteint ici une stabilité presque absolue, garantissant la valeur intrinsèque de la production. Le flux de travail se dirige maintenant vers les dernières vérifications de conformité. L'acier des instruments de mesure entre en contact avec la surface lisse du métal pour valider chaque paramètre technique. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage. 260 g d'or pur, c'est le résultat final obtenu après le traitement colossal de 19 000 tonnes de roches brutes extraites des profondeurs. Une fois le métal précieux pesé et rigoureusement inspecté, il entame une phase de purification chimique par une immersion dans une solution d'acide doux. Pourquoi soumettre un métal déjà fondu à un bain acide? À première vue, la fusion semble avoir tout éliminé, mais en réalité, des impuretés persistantes comme des métaux lourds et des résidus de composés chimiques de fonte adhèrent encore à la structure. L'acide doux agit avec une sélectivité moléculaire, dissolvant ces éléments indésirables tout en laissant l'or pur totalement intact. Mais ce n'est que le début. On voit comment les barres d'or pur, une fois sèches et certifiées, sont acheminées vers les institutions bancaires les plus prestigieuses, notamment les chambres fortes du Federal Reserve. L'équipement de transport blindé dépose les lingots dans des coffres de haute sécurité, protégés par une surveillance constante, assurée par un personnel de sécurité professionnel. La conservation est orchestrée pour garantir une confidentialité absolue et une intégrité physique totale du métal. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Il semble évident que le parcours de l'or s'arrête dans l'obscurité d'un coffre, mais en réalité, sa transformation physique permet des applications techniques impressionnantes. On peut remarquer que ce métal possède une malléabilité telle qu'il permet de produire des fils d'une finesse supérieure à celle de la soie naturelle. Cette rareté a poussé, durant la ruée vers l'or du XIXe siècle, des populations entières à déserter des villes et des exploitations agricoles dans l'espoir d'une fortune rapide. Aujourd'hui, la situation technique est différente car la majeure partie du gisement de surface a été épuisée, obligeant les ingénieurs à forer plus profondément que jamais dans la croûte terrestre. Tout se complique encore. 17 tonnes de pression sont parfois nécessaires pour manipuler ces alliages lors de la phase de création suivante. Les 260 grammes initiaux, après avoir survécu aux températures extrêmes des fours et aux réactions chimiques des acides, sont transférés vers des ateliers de joaillerie spécialisés. Les artisans placent d'abord l'or dans des fours à haute température pour restaurer sa souplesse mécanique. La suite devient plus complexe. L'équipement sépare progressivement les segments de métal pour les soumettre à des laminages intensifs. Sous l'action de cylindres puissants, l'or est compressé et étiré jusqu'à devenir de longues bandes fines ou des fils d'une grande délicatesse. On peut remarquer comment la pression transforme la structure interne du métal pour lui donner la géométrie requise par la fabrication. Le processus ne s'arrête pas à cette étape. Les fils d'or de faible diamètre sont ensuite dirigés vers des unités automatisées dédiées à la production de chaînes. Les machines enroulent le métal avec une précision millimétrée, le sectionnant et le refermant pour former de petits anneaux parfaitement calibrés. Le métal se dépose en séquence régulière le long de la ligne d'assemblage automatisée. La matière quitte cette unité de mise en forme pour rejoindre les étapes de finition finale. Chaque grammat de métal brillante dans une chaîne en or résulte d'un assemblage méticuleux où chaque maillon est positionné avec une précision extrême pour former une structure continue. Ce précieux matériau conserve en lui le récit technique de sa propre création, illustrant le contraste entre la puissance des outils industriels et la valeur de l'effort physique nécessaire à son obtention.
Une boîte en carton arrive aujourd'hui à votre porte, subissant une ouverture rapide avant d'être écartée sans aucune réflexion supplémentaire sur sa provenance. Mais cet abandon ne constitue en aucun cas le terme de son existence, marquant plutôt le point de départ d'un cycle industriel d'une ampleur considérable. Pourquoi ce matériau destiné au rebut parvient-il à se transformer systématiquement en pilier du commerce international? On pourrait croire que sa valeur s'éteint dès l'usage initial, mais en réalité, la fibre de cellulose possède une capacité de régénération structurelle qui lui permet de renaître jusqu'à 7 fois consécutives. 110 millions de tonnes de papier et de carton sont rejetées chaque année sur le seul territoire des États-Unis. Avec un tel volume de matières premières, les ingénieurs calculent qu'il serait possible d'ériger une muraille ininterrompue de boîtes s'étendant jusqu'à la Lune et revenant vers la Terre. Si la majorité de la population n'y voit qu'un amoncellement de déchets encombrants, l'industrie lourde considère ces dépôts comme une ressource stratégique majeure. Tout se complique encore lors du passage à la phase de collecte massive. Le processus ne fait que prendre de la vitesse dans les zones de réception des supermarchés et les vastes entrepôts des entreprises de commerce électronique. On voit comment des volumes colossaux de cartons usagés s'accumulent avant d'être pris en charge par des machines spécialisées. Ici, des presses hydrauliques de grande puissance entrent en fonction, exerçant une force constante pour écraser les parois des boîtes et les compacter. Mais ce n'est que le début. 1000 kg, c'est le poids approximatif de chaque fardeau dense et géométrique généré par ces unités de compression automatisées. Ces blocs massifs, aux arêtes nettes, représentent la première étape concrète de la transition entre le chaos des déchets dispersés et l'ordre requis par la chaîne de production. La suite devient plus complexe avec l'organisation logistique. Des milliers de ces unités compactées sont tissées quotidiennement sur des plateaux de camions pour entamer un transport systématique vers les infrastructures de traitement thermique et mécanique. À l'approche des installations industrielles, on peut remarquer l'agitation des convoyeurs et l'arrivée continue des flux de transport. L'équipement sépare progressivement les cargaisons, tandis que les véhicules franchissent les portons de la fabrique, où l'air se sature de l'odeur caractéristique des fibres ligneuses prêtes pour la transformation. Le flux de matière s'en va plus loin le long de la chaîne. Des dizaines de tonnes de pression font vibrer le sol sous le rugido des machines colossales qui s'activent sans relâche. Chaque camion de transport lourd décharge ses fardeaux massifs de papier et de carton pour engager la première phase technique de lutte contre la contamination. Pourquoi la présence d'un simple fragment de plastique est-elle si critique lors de cette réception? À première vue, le mélange semble uniforme, mais en réalité, la moindre impureté peut bloquer les filtres des étapes ultérieures. Sans une élimination totale des éléments étrangers, les fibres de cellulose ne pourraient pas se lier correctement, rendant l'intégralité de la production finale inutilisable et fragile. Des inspecteurs humains et des capteurs optiques de haute précision travaillent en étroite collaboration sur une ligne de défense continue. On voit comment l'équipement balaie la surface des matériaux pour identifier les morceaux de ruban adhésif plastique, les agrafes métalliques oubliées ou les fils de nylon persistants. La suite devient plus complexe. Les opérateurs traquent également toute trace de graisse ou une humidité excessive qui dépasserait les seuils techniques autorisés. Un unique écart de mesure peut compromettre des tonnes de matières premières, car un fardeau contaminé signifie souvent qu'un lot entier de plusieurs centaines de kilos est irrémédiablement ruiné. L'équipement sépare progressivement les matériaux après cette phase de tri particulièrement rigoureuse. On peut remarquer la distinction nette entre le carton cannelé robuste, le carton plat plus fin, et les boîtes arborant une impression colorée complexe. Chaque catégorie est dirigée vers un circuit de traitement spécifique. La qualité mécanique du produit fini dépend directement de cette séparation initiale précise. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Une fois que cet ensemble de fardeaux est parfaitement organisé et nettoyé, la matière est prête pour sa transformation structurelle. Pour redevenir une ressource exploitable, ces blocs compressés doivent être intégralement défaits et renvoyés à leur essence fibreuse originelle. Seule la force hydraulique appliquée à une échelle industrielle permet une telle décomposition. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. La matière pénètre maintenant dans le cœur technologique de l'usine, le milieu du dispositif appelé hydropulpeur. Un caldéran géant, capable de contenir des dizaines de milliers de litres d'eau de processus, attend de recevoir ces charges massives.
Un à un, les fardeaux pesant chacun 1000 kg sont largués mécaniquement dans ce tourbillon liquide. L'eau n'est pas ici un simple solvant statique. On voit comment elle se transforme en une force physique contrôlée sous l'action d'un rotor central. Des lames de rotor massives, constituant le cœur mécanique de l'installation, tournent à une vitesse de plusieurs centaines de rotations par minute. La suite devient plus complexe. Elles génèrent une turbulence d'une intensité telle que la structure multicouche du carton est littéralement désintégrée par les forces de cisaillement. La colle durcie qui assurait la cohésion des feuilles est arrachée par la friction hydraulique constante. Les pales tournent sans arrêt, brisant les liaisons chimiques et physiques des matériaux. Les encres de surface et les revêtements synthétiques fins commencent à se détacher de la fibre de bois. La matière circule dans ce vortex jusqu'à ce que chaque fibre soit isolée des autres. Le mélange se transforme progressivement en une pâte fluide et homogène qui s'écoule vers les conduits de filtration. 100% de la surface des fibres de cellulose se trouve soudainement libérée de ces anciens revêtements plastiques, lesquels se détachent comme une peau usée lors du traitement. Pourquoi la mixture est-elle intentionnellement diluée jusqu'à un état presque totalement liquide? On pourrait supposer qu'une telle fluidité ralentit la production en exigeant un séchage plus long. Mais en réalité, cette soupe diluée, où seulement 1 à 2% de la matière est constituée de fibres pour une immense majorité d'eau, offre à chaque élément l'espace nécessaire pour respirer. L'eau attaque alors la matière de tous les côtés avec une précision hydraulique constante. Le liquide sépare chaque fibre de ses voisines et nettoie les impuretés restantes avec un flux continu. Ce qui formait auparavant un bloc solide de carton rigide se transforme désormais en une pâte brune et épaisse, constituant une masse de cellulose parfaitement uniforme. Mais ce n'est que le début. On voit comment cette substance émerge comme le premier vislumbre d'une nouvelle vie industrielle, bien que cette pâte demeure encore particulièrement grosse, impure et structurellement fragile. Le processus ne fait que prendre de la vitesse car la matière doit subir une transformation profonde. Avant de pouvoir se transformer en un papier résistant, ces fibres doivent être reconditionnées et renforcées à un niveau strictement invisible à l'œil nu. Cette soupe de fibres reste pour l'instant faible et totalement chaotique dans son organisation interne. La suite devient plus complexe. Pour lui conférer une solidité réelle, elle nécessite une architecture nouvelle, construite à une échelle microscopique par l'action mécanique des machines de raffinage. La pâte est pompée avec une pression constante vers ces unités de raffinage spécialisées. À l'intérieur, la matière passe entre des disques rotatifs massifs équipés de lames microscopiques dont le réglage se fait au micromètre près. L'équipement sépare progressivement les couches externes de la fibre sans jamais les sectionner. Ce processus précis ne coupe pas les fibres de cellulose, mais les défie délicatement pour augmenter leur potentiel d'adhérence. Tout se complique encore lors de cette étape de frottement contrôlé. On peut remarquer comment la surface de chaque fibre est fibrillée, provoquant l'ouverture d'innombrables petits bras structurels. Ces ramifications microscopiques s'entrelaceront plus tard pour engendrer une liaison moléculaire et mécanique d'une force incroyable. Cependant, chaque cycle de recyclage successif encurte et affaiblit inévitablement les fibres existantes par l'usure mécanique naturelle. Pour rejuvéner l'ensemble de la mixture, la station d'injection introduit alors ce que les techniciens considèrent comme du sang neuf pour la production. Une portion de pulpe vierge, extraite directement du bois et n'ayant subi aucun traitement antérieur, est injectée dans le flux de production. Cette intégration de fibres neuves permet de compenser les pertes structurelles des fibres Veterana afin de stabiliser les propriétés physiques du produit final. Le mélange se stabilise ainsi sous l'effet de cet apport de matière brute et robuste. La matière s'en va plus loin le long de la chaîne. 100% de fibres vierges et de fibres recyclées se mélangent pour instaurer un équilibre précis entre la durabilité environnementale et la robustesse mécanique. Les strates externes des futures boîtes, dont la fonction exige une texture superficielle plus lisse et une rigidité accrue, bénéficient d'une concentration plus élevée en fibres vierges. Mais pourquoi la composition varie-t-elle ainsi selon la couche du carton? On pourrait croire qu'une pâte uniforme suffirait pour toute la structure. Pourtant, le cœur ondulé de la feuille peut être constitué presque intégralement de matériaux de récupération sans compromettre l'intégrité globale du produit fini. L'introduction d'additifs spécifiques vient parfaire cette formule technique rigoureuse.
On injecte de l'amidon pour renforcer la raideur structurelle, tandis que des agents de collage interviennent pour réguler avec précision le taux d'absorption de l'eau. Des résines spéciales sont également intégrées afin d'augmenter la résistance face à l'humidité ambiante. Ce qui n'était au départ qu'une pâte grossière et informe devient une matière première issue de la haute technologie. Tout se complique encore lors de la préparation finale. On obtient une suspension parfaitement calibrée et épurée, dont la propreté est le gage d'une création sans défaut. 99% d'eau composent désormais cette pâte préparée qui entame son parcours dans la machine à papier. Cet équipement monumental, véritable prouesse d'ingénierie, s'étire sur des centaines de mètres de longueur à travers l'usine. Un flux brun et dense est déversé de manière parfaitement régulière sur une immense toile métallique en mouvement. On peut remarquer comment cette toile défile à une vitesse vertigineuse sous le distributeur de pâte. Mais ce n'est que le début. La gravité et des systèmes de vide sophistiqués agissent de concert pour attirer l'eau vers le bas à travers des milliers de perforations microscopiques. On voit comment l'élément liquide se sépare des fibres, laissant derrière lui une fine strate de cellulose sur la surface de la toile. Les fibres, désormais libérées du fluide qui les isolait, commencent à se déposer et à s'entrelacer pour constituer une membrane délicate. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Sous la toile, des cylindres de presse massifs exercent une pression mesurée pour extraire davantage de liquide et densifier cette nouvelle formation fibreuse. L'équipement sépare progressivement le solide du liquide sous l'effet de la compression mécanique. Là où circulait auparavant un flux sans consistance, surgit maintenant une bande continue de papier, encore pâle et chargée d'humidité. La suite devient plus complexe avec l'intervention de la métrologie avancée. Des capteurs à technologie laser scrutent chaque millimètre de la surface en mouvement pour assurer un contrôle total. Ils mesurent avec une exactitude extrême l'épaisseur, l'uniformité du grain et le taux d'humidité résiduelle. Cela garantit qu'aucune imperfection ne vienne altérer cette phase critique de la formation. Une nouvelle feuille de papier a pris forme, mais sa structure demeure saturée de liquide. Plus de la moitié de sa masse totale est encore constituée d'eau, ce qui la rend extrêmement fragile et sensible aux déchirures. Pour acquérir sa résistance caractéristique, elle doit maintenant subir un traitement thermique et mécanique rigoureux. Passage au niveau suivant. La bande humide et instable est dirigée vers la section des presses industrielles. À cet endroit, la manipulation perd toute sa douceur initiale. Des paires de rouleaux en acier massif, dont chaque unité possède un poids supérieur à la précédente, attendent la matière pour la suite du traitement. Le métal se dépose avec force sur la fibre pour en extraire les dernières traces d'eau libre. La pression exercée par ces cylindres géants compacte définitivement la structure interne du papier. On peut remarquer la vapeur qui commence à s'échapper sous l'effet de la contrainte mécanique intense. Le flux de production se dirige maintenant vers les unités de séchage thermique pour finaliser la solidification. La matière quitte cette zone de compression, passant à un stade apaisé. Centaines de tonnes de pression, c'est la force exercée par les rouleaux de pressage, des composants massifs plus imposants qu'une voiture, sur la feuille de papier en formation. Pourquoi soumettre une simple structure fibreuse à une telle contrainte mécanique ? On pourrait penser qu'un simple séchage à l'air suffirait à retirer l'excédent de liquide. Mais sans cette pression brutale, l'eau ne serait pas littéralement expulsée des fibres, et celles-ci ne pourraient jamais s'unir pour former une liaison intime et structurellement solide. L'équipement stabilise progressivement l'épaisseur de la matière, tandis que la surface est lissée par le passage entre les cylindres. Mais ce n'est que le début. La feuille, bien que renforcée, conserve une humidité résiduelle incompatible avec les standards industriels et doit maintenant pénétrer dans la section de séchage. On voit comment la bande de papier s'engage dans un tunnel de chaleur immense qui s'étire sur une longueur dépassant les 100 mètres. La suite devient plus complexe. À l'intérieur de cette galerie technique, des dizaines de cylindres en acier poli, aux dimensions gigantesques et aux structures creuses, reçoivent de la vapeur à haute pression. La température à la surface de ces tambours dépasse les 300 degrés Celsius, une chaleur plus intense que celle d'un four industriel conventionnel. La feuille de papier serpente dans ce dédale incandescente, glissant sur chaque paroi métallique chaude pour un transfert thermique optimal. Tout se complique encore lors de la phase d'évaporation. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le retrait de l'eau doit être graduel et faire l'objet d'un contrôle rigoureux.
À première vue, augmenter la chaleur pour accélérer le rythme semble logique, mais en réalité, une évaporation trop brutale rendrait le papier cassant et inutilisable. À l'inverse, un séchage trop lent provoquerait l'arrêt immédiat de l'ensemble de la ligne de production. L'équipement sépare progressivement l'humidité de la fibre grâce à un flux d'air chaud circulant sans interruption, maintenant un équilibre parfait entre le degré d'hygrométrie et la température ambiante. On peut remarquer comment la feuille change de texture à mesure qu'elle progresse. Lorsqu'elle émerge enfin à l'autre bout du tunnel, son taux d'humidité a chuté de plus de 50% à seulement 5%. La matière est désormais sèche, forte et parfaitement stable. Cette nappe continue, dont la largeur atteint plusieurs mètres, est alors dirigée vers le système d'enroulage pour former des bobines géantes. Chaque rouleau massif présente un diamètre de plus de 3 mètres et affiche un poids total de plusieurs tonnes sur la balance. Passage au niveau suivant. Le papier existe désormais, mais il ne possède pas encore la rigidité nécessaire pour constituer une boîte de transport. Le secret de sa résistance structurelle se trouve dans l'opération mécanique à venir. Ces bobines imposantes de papier plat servent de matière première à l'étape la plus ingénieuse de la chaîne, la cannelure. Une feuille est introduite entre deux rouleaux en acier gravés de rainures profondes, qui s'imbriquent avec la précision de deux engrenages mécaniques. Sous l'effet conjugué d'une température élevée et d'une pression constante, ces cylindres contraignent le papier à adopter une forme ondulée permanente. Le métal se déplace avec une régularité parfaite, transformant la surface plane en une structure géométrique robuste. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage. 180 degrés de courbure permettent au papier de passer d'une surface plane à une forme de vague continue et géométriquement parfaite. Pourquoi cette simple modification de la structure physique est-elle considérée comme un coup de génie dans le domaine de l'ingénierie industrielle? On pourrait penser que l'ajout de matière est la seule solution pour renforcer un emballage léger. Mais en réalité, cette architecture ondulée, que les techniciens nomment le fluting, multiplie de manière exponentielle la capacité de résistance à la compression verticale sans augmenter la masse totale de l'ensemble. Chaque onde individuelle se comporte comme un arc de soutènement en miniature dont la fonction est de répartir les forces mécaniques de façon homogène sur toute la surface. On peut remarquer comment l'équipement transforme la feuille souple en une armature rigide et incroyablement efficace, bien que ce noyau cannelé ne constitue pour l'instant que le squelette du produit final. Mais ce n'est que le début. Pour acquérir ses propriétés définitives de protection, cette structure centrale nécessite un revêtement intégral sur ses deux faces. Un système automatisé de haute précision applique des lignes de colle haute performance sur la crête de chaque ondulation. La suite devient plus complexe. Immédiatement après l'encollage, deux feuilles de papier parfaitement planes, appelées liners, sont pressées avec force contre le sommet et la base des ondes. Cette action mécanique crée instantanément un sandwich de force composé de 3 couches distinctes. On voit comment la nouvelle feuille de carton ondulée traverse ensuite une série de rouleaux compresseurs qui garantissent une adhésion moléculaire parfaite entre les parois. Le résultat final se présente sous la forme d'un matériau dont la légèreté et le faible coût de production contrastent avec une robustesse structurelle surprenante. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Cette matière sert désormais de fondation technique à la quasi-totalité des emballages utilisés à l'échelle mondiale. Des lames industrielles affûtées entrent alors en action pour découper, rainurer et plier ces feuilles selon des trajectoires programmées, les transformant en une infinité de boîtes. Chacune de ces structures devient une petite forteresse de papier capable de protéger son contenu contre les chocs extérieurs. Mais ce cycle de transformation peut-il réellement durer indéfiniment? La suite devient plus complexe car la physique impose ses propres limites à la matière organique. La fibre de cellulose subit des dégradations mécaniques inévitables à chaque cycle de traitement. 5 à 7 cycles de recyclage successifs marquent généralement la limite structurelle de la fibre végétale. À ce stade précis, les filaments deviennent trop courts et trop fragiles pour s'entrelacer et former un carton doté d'une résistance acceptable. Tout se complique encore, mais la valeur intrinsèque de la matière ne disparaît pas pour autant, malgré l'usure du temps. Ces fibres fatiguées sont alors récupérées et réassemblées pour entamer une fonction différente.
L'acier atteint l'état prêt pour la forme et la matière s'en va plus loin le long de la chaîne. 17 arbres sauvés. C'est le bilan concret pour chaque tonne de papier ou de carton réintégré dans le circuit de production. Pourquoi une telle différence d'économie se manifeste-t-elle aussi dans d'autres secteurs industriels? On pourrait croire que la transformation de matières premières neuves est plus efficace que le traitement de déchets collectés. Mais sans la réutilisation des fibres existantes, la consommation de ressources naturelles exploserait, rendant le modèle industriel actuel insupportable pour l'environnement. 10% de verre recyclé suffisent à abaisser la consommation énergétique globale de 3% dans les verreries. Cette donnée technique illustre la force du recyclage à travers l'ensemble du paysage industriel mondial. Mais ce n'est que le début. Les fibres les plus courtes, qui ont perdu leur résistance structurelle après plusieurs cycles, sont orientées vers des produits moins exigeants mécaniquement. On voit comment la matière se dépose en couches spécifiques pour former des alvéoles de boîtes à œufs ou des serviettes en papier absorbantes. Tout se complique encore lors de la phase de renaissance finale du carton. Ce qui n'était à l'origine qu'une boîte froissée et oubliée, dans l'angle mort d'un entrepôt, subit une métamorphose complète pour devenir des milliers de nouveaux emballages. Ces contenants sortent des machines parfaitement formées, prêts à assurer la protection des marchandises qui irriguent l'économie mondiale. L'équipement sépare progressivement les derniers résidus pour garantir une surface lisse et fonctionnelle. 26 500 litres d'eau sont préservés pour chaque tonne de matière ainsi transformée, tandis qu'une tonne de dioxyde de carbone est empêchée de rejoindre l'atmosphère terrestre. Chaque emballage cartonné circulant dans des camions de livraison ou stocké sur les rayonnages des centres logistiques devient un témoignage silencieux de cette chaîne technique complexe. La suite devient plus complexe. 70 pieds de terre parfaitement inutiles doivent être retirés avant d'atteindre le gisement de marbre tant convoité. 21 mètres de profondeur, soit l'équivalent technique d'un immeuble de 7 étages composé d'argile, de roches stériles et de débris divers, font obstacle aux ingénieurs. On peut remarquer comment les engins de terrassement déplacent des masses colossales pour dégager la zone de travail. Pourquoi l'extraction du marbre exige-t-elle un tel déploiement de force brute? À première vue, cette pierre noble semble n'attendre que la main d'un sculpteur. Mais en réalité, pour libérer un bloc unique, les équipes techniques doivent engager une véritable confrontation avec la structure même de la montagne. Des charges d'explosifs calculées sont utilisées pour pulvériser les strates supérieures indésirables avec une précision millimétrée. La poussière retombe lentement après les détonations, révélant enfin la roche qui présente un intérêt commercial et artistique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'étape suivante consiste à détacher des masses compactes de 40 tonnes de la paroi rocheuse. On voit comment les fils diamantés et les perforatrices entament la pierre pour isoler ces colosses minéraux de leur environnement naturel. L'équipement sépare progressivement le bloc de la paroi avec un sifflement hydraulique constant. Passage au niveau suivant. Il faut maintenant transformer ce bloc brut, arraché aux entrailles de la terre, en une surface lisse et brillante comme un miroir. Le traitement ultérieur ne fera que renforcer sa splendeur et sa valeur architecturale. 21 mètres, c'est l'épaisseur colossale de la couche de terre, d'argile et de limon qu'il faut impérativement retirer avant d'apercevoir la moindre trace de pierre précieuse. Pourquoi mobiliser une telle force de frappe pour ce qui semble n'être que de la roche ordinaire? On pourrait croire que le marbre affleure naturellement à la surface. Mais en réalité, cette enveloppe protectrice, appelée mort-terrain, agit comme une forteresse géologique qu'il faut démanteler avec une rigueur absolue. Si cette barrière n'est pas évacuée méthodiquement, l'accès au gisement reste physiquement impossible, rendant tout le site inexploitable. Mais ce n'est que le début. Les ingénieurs forent une grille de puits verticaux profonds, selon un schéma géométrique extrêmement précis. Des charges d'explosifs, dosées au gramme près, sont introduites dans chaque cavité pour BR. 2 missions cruciales incombent à l'eau projetée en continu sur le point de friction. Pourquoi l'injection de liquide est-elle maintenue sous une pression constante durant toute l'opération? On pourrait penser que le fil d'acier suffirait à entamer la roche par simple abrasion mécanique. Mais sans ce flux liquide, le fil monterait instantanément en température jusqu'à fusionner, tandis que la poussière de marbre s'agglutinerait en une pâte abrasive obstruant la rainure.
L'équipement sépare progressivement la matière par une progression millimétrée, avançant centimètre après centimètre dans la masse calcaire. À mesure que la fente gagne en profondeur, des opérateurs spécialisés introduisent des vérins hydrauliques au cœur de l'interstice. Ces instruments déploient une poussée silencieuse s'élevant à plusieurs centaines de tonnes contre les parois internes. Un craquement sourd retentit alors, signalant que la résistance structurelle de la roche cède enfin sous la contrainte mécanique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. 40 tonnes, soit la masse équivalente à 6 éléphants adultes ou 30 voitures de taille moyenne, se détachent brusquement de la paroi verticale. On voit comment ce bloc massif, dont la hauteur égale celle d'un immeuble de 3 étages, s'isole du flanc de la montagne. Une telle masse représente un défi logistique colossal dès l'instant où elle perd son ancrage naturel. La suite devient plus complexe. Il semble facile de simplement tracter le bloc pour le dégager, mais en réalité, la moindre erreur de manipulation briserait la pierre en morceaux inutilisables. On peut remarquer la précision des gestes lors du transfert initial vers une aire de stabilisation située à l'intérieur même de la carrière. Cette zone plane est indispensable pour sécuriser l'élément avant son transport. Tout se complique encore lors de la phase de levage. Des grues à chenilles lourdes, véritables titans mécaniques conçus pour des charges extrêmes, s'avancent alors pour se mettre en position. Des chaînes d'acier massives dont chaque maillon dépasse la taille d'une tête humaine sont arrimées au point de levage du bloc. On perçoit le rugissement profond des moteurs diesel qui montent en régime sous l'effort de traction. La tension dans les anneaux métalliques atteint son paroxysme, tandis que l'opérateur effectue des micro-ajustements. Pourquoi le nombre d'essieux est-il si élevé sur le véhicule de transport qui attend en contrebas? La plateforme basse semble disproportionnée par rapport à la longueur du bloc de marbre. 40 tonnes concentrées sur une surface réduite exerceraient une pression telle qu'elle broyerait instantanément le revêtement de n'importe quelle chaussée. Le passage au niveau suivant exige une répartition millimétrée de la charge. On voit comment le colosse de pierre est déposé avec une douceur extrême sur un reboc de plateforme basse équipé de dizaines de roues indépendantes. Cette configuration permet de diffuser la masse sur l'ensemble de la structure roulante, garantissant l'intégrité du véhicule et de la route. Le poids est ainsi réparti uniformément, permettant au convoi de quitter le site d'extraction. Le flux de la matière s'en va plus loin le long de la chaîne de production. 40 tonnes, c'est la masse exacte de ce bloc monolithique qui commence enfin à devenir contrôlable sous l'action des opérateurs. Les techniciens installent des cintres de levage et des sangles de renfort supplémentaires pour stabiliser la charge. Les vérifications de sécurité s'enchaînent de manière systématique, chaque point d'ancrage étant inspecté 2 ou même 3 fois avant toute mise en mouvement. Pourquoi la vitesse de transport est-elle maintenue à un niveau si bas, proche de la marche d'un homme? On pourrait croire qu'un moteur puissant permettrait un transfert rapide vers la vallée. Mais avec une telle inertie, le camion doit progresser à un pas de escargot pour négocier les routes de montagne extrêmement escarpées. La descente devient une épreuve mécanique, où les systèmes de freinage sont sollicités jusqu'à leur limite structurelle absolue. Chaque virage serré représente un défi logistique majeur pour le conducteur, qui doit maintenir le centre de gravité au plus bas. Mais ce n'est que le début. Ce convoi d'une lenteur extrême assure le transfert de la matière brute depuis son socle géologique naturel jusqu'à l'unité de transformation industrielle. On peut remarquer comment les pneumatiques s'écrasent légèrement sous la pression constante de la roche lors de son arrivée sur le site de production. Le bloc de 40 tonnes pénètre enfin dans l'enceinte de la fabrique. Ici, l'atmosphère change radicalement et l'odeur de la poussière sèche et des résidus d'explosifs laisse place à une émanation d'humidité et de métal froid. L'équipement dépose la masse minérale sur une plateforme de découpe massive où elle est immédiatement verrouillée. Des pinces hydrauliques géantes exercent une force de pression immense pour immobiliser la structure. Il semble facile de stabiliser une pierre de cette taille, mais en réalité, le moindre mouvement d'un seul millimètre pendant l'opération de sciage rendrait l'ensemble des dalles inutilisables. La machine stationnaire qui domine l'atelier se nomme la scie à cadre, ou gangsaw. Son armature imposante soutient un châssis mobile équipé de dizaines de lames métalliques disposées de manière parfaitement parallèle. La suite devient plus complexe. Comme les dents d'un peigne aux dimensions industrielles, la machine s'enclenche dans un vrombissement rythmique et constant qui sature l'espace sonore.
On voit comment le cadre effectue un mouvement de va-et-vient, oscillant d'avant en arrière, avec une puissance brutale. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que les lames entament leur progression. Les segments de coupe, recouverts d'abrasifs de synthèse ultra résistants, commencent leur descente verticale millimètre par millimètre sur l'épaisseur de 2 mètres de la roche. Simultanément, un mélange continu d'eau et de sable abrasif jaillit directement sur les points de friction. Cette boue technique permet aux lames de mordre plus efficacement dans la structure cristalline du bloc. La matière quitte progressivement son état massif pour se diviser sous l'action mécanique, passant à un stade de transformation apaisée. 12 à 20 heures sont nécessaires pour qu'une seule machine parvienne à trancher un bloc de marbre unique. Pourquoi un processus industriel moderne exige-t-il une telle durée pour une seule unité de matière? On pourrait penser que la puissance mécanique permettrait une découpe instantanée, mais en réalité, une vitesse excessive briserait la structure cristalline de la pierre, la rendant totalement inutilisable. La patience devient alors le paramètre technique le plus déterminant au sein de cette unité de production. Le mouvement des lames se poursuit sans interruption jusqu'à ce que l'acier traverse enfin l'épaisseur totale de la roche. Ce qui n'était au départ qu'un cube massif et opaque se métamorphose en un empilement vertical géant, semblable à un jeu de cartes aux dimensions cyclopéennes. Chaque dalle ainsi créée pèse plusieurs centaines de kilos, immobilisée sur le chariot de transport. Mais ce n'est que le début. On voit comment les surfaces extraites apparaissent ternes et rugueuses au toucher, dépourvues de tout éclat. Une épaisse couche de boue grise, résidu direct du frottement des lames et de l'eau de refroidissement, recouvre l'intégralité de la pierre. La coloration caractéristique et les veinages naturels qui font la renommée du marbre demeurent pour l'instant invisibles sous cette pellicule de sédiments. La suite devient plus complexe. Des bras robotisés automatisés entrent alors en action pour manipuler ces masses imposantes. L'absence de main-d'œuvre humaine à ce stade s'explique par le poids extrême et la fragilité des tranches de pierre. Des ventouses avides de grandes dimensions descendent avec précision, s'arriment à la surface lisse avec le sifflement caractéristique de l'aspiration pneumatique et soulèvent la charge dans les airs. L'équipement sépare progressivement chaque unité pour la déposer sur le convoyeur de la ligne de polymanteau. Un long tunnel de transformation mécanique s'ouvre devant la matière première. La dalle glisse lentement vers la première station de traitement, où se trouve un ensemble de têtes rotatives motorisées. Ces têtes sont munies de disques abrasifs spécifiques conçus pour entamer le surfaçage initial. On peut remarquer que le processus débute par l'application de grains grossiers agissant comme un papier de verre à haute densité. Le son produit est sourd, traduisant le frottement violent de l'abrasif arrachant les premières couches de calcaire. La dalle avance progressivement vers la zone suivante du dispositif. Tout se complique encore. La deuxième station est équipée de disques dont le grain est plus fin, ce qui modifie immédiatement la fréquence sonore de l'opération, celle-ci devenant plus aiguë au fur et à mesure que la rugosité diminue. L'équipement traite la pierre sans relâche, passage après passage. 8 étapes de ponçage successives, au minimum, sont indispensables pour atteindre les standards de qualité requis. Chaque phase technique est calibrée pour effacer les micro-rayures laissées par l'outil précédent. On voit comment la surface devient de plus en plus lisse et froide, préparant le matériau à révéler sa structure interne. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que la granulométrie des disques devient quasi imperceptible au toucher. Chaque passage sous les têtes rotatives affine la texture de la roche avec une régularité mathématique. La poussière de pierre est évacuée par des jets d'eau constants, laissant apparaître la trame géologique sous le frottement des polisseuses. Cela ne s'arrête pas à cette étape de finition superficielle. La matière quitte progressivement la zone de ponçage grossier pour s'engager vers le traitement final de sa surface. 100 000 litres d'eau, c'est le volume approximatif qui s'écoule chaque heure sur la ligne de traitement pour prévenir la surchauffe des équipements. Des flux massifs de liquide arrosent en continu les disques rotatifs tout en évacuant la pâte de marbre résiduelle qui s'accumule lors du frottage. Le processus de polissage ne s'arrête jamais, maintenant une humidité constante sur la roche pour garantir une friction parfaitement maîtrisée. Mais ce n'est que le début. Pourquoi l'aspect de la pierre change-t-il si radicalement lors de l'étape finale? À première vue, le passage des têtes de polissage semble répétitif, mais en réalité, la dernière station utilise un composé chimique spécifique en lieu et place des grains abrasifs classiques. La suite devient plus complexe. Les têtes mécaniques entament une rotation à une vitesse extrêmement élevée,
exerçant une pression uniforme sur toute la largeur de la pièce. On voit comment la surface se transforme instantanément sous l'action du frottement et des agents de polissage. La pierre grise et terne laisse place à une finition miroir d'une profondeur absolue. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'équipement révèle progressivement des détails restés invisibles jusqu'alors. La lumière se réfléchit désormais sur la surface polie, mettant en évidence la structure géologique interne et les teintes naturelles du minéral. On peut remarquer comment les veines de couleur, emprisonnées dans la roche depuis des millions d'années, apparaissent avec une clarté totale. La lage brille d'un éclat intense, mais dans le segment du marché de luxe, l'apparence esthétique ne suffit pas à valider la pièce. Tout se complique encore. Le danger le plus critique pour la viabilité commerciale du produit réside dans les imperfections imperceptibles à l'œil nu. Un défaut structurel interne peut entraîner des pertes financières se chiffrant en millions si la pierre vient à se briser après l'installation. La plaque polie glisse alors mécaniquement vers une zone isolée appelée chambre noire. Passage au niveau suivant. Des faisceaux de lumière rouge balayent la surface avec une précision millimétrique. Le système d'inspection à laser effectue une analyse que la vision humaine est incapable de réaliser, mesurant la planéité parfaite de la dalle tout en traquant les micro-fissures cachées. On voit comment les capteurs optiques scannent chaque centimètre carré pour détecter la moindre anomalie structurelle. Une bulle d'air millimétrique emprisonnée au cœur de la pierre ou une ligne de tension invisible générée lors de l'explosion initiale dans la carrière sont immédiatement identifiées. Le laser traite les données en temps réel, tandis que l'ordinateur analyse la cartographie complète de la plaque. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Si le logiciel de contrôle détecte la plus petite imperfection, un marquage rouge automatique est appliqué sur la matière. La dalle est alors instantanément rejetée par le système. Même après avoir subi l'intégralité du cycle de transformation et de polissage, la pièce est écartée de la chaîne de production si elle ne répond pas aux critères de tolérance zéro. Les unités qui franchissent avec succès cette barrière technologique se dirigent vers la sortie. L'acier des convoyeurs transporte les blocs validés vers la zone de stockage finale. Le processus s'achève pour ces éléments, laissant la place à la préparation des expéditions internationales.